Bonjour, c'est Benjamin. Et Nils. Et c'est Reboot by Sérimania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un hier et un ailleurs, une face cachée. On revient tous les mois. Et plus si affinité. Ce mois-ci, on muscle ses mimines et ses avant-bras pour un épisode qui prend un peu de hauteur. Ce mois-ci, Benjamin, c'est l'un des concepts apparemment les plus sériphiles qui soit. C'est un topos de l'écriture de série. Ce mois-ci, c'est Cliffhanger. Who is this? Prenons un exemple, mais il y en a mille forcément. Un cliffhanger, c'est par exemple la fin du pilote de Tehran, la dernière série d'espionnage classique et efficace de Moshe Zonder, diffusée l'année dernière mais dont la saison 2 vient d'être confirmée le 26 janvier. L'héroïne, une espionne du Mossad sous couverture en Iran, se fait pourchasser en pleine opération de sabotage par un satyre assez peu physionomiste. Tant compter intensité, attention, c'est parti. Propre, net et la suite au prochain épisode. Mais revenons en arrière. Car cliffhanger, cela veut tout d'abord dire suspendu au bord de la falaise. Et comme beaucoup d'expressions classiques de la sériphilie, le mot n'a rien à voir avec la télévision et les séries. En lui-même, il provient d'un roman de Thomas Hardy, paru en 1873, The Pair of Blue Eyes, dont la scène finale laisse un personnage littéralement accroché à la paroi d'une falaise. Mais ce qu'il désigne, cette interruption brutale d'un récit en pleine action dramatique, cette césure narrative archétypale, si fréquente dans le roman français et anglais du XIXe siècle, est déjà très pratiquée avant même d'avoir un nom. Les inventeurs français du roman feuilleton, les Balzac, Eugène Sue et autres Paul Féval, ont déjà recours de manière assez systématique à ce type d'artifice. Ils ne l'appellent pas un cliffhanger, mais c'est bien tout. Je dirais même plus. À partir du moment où le texte s'interrompt en pleine action, le cliffhanger est là. La meilleure à ce petit jeu-là, c'est Scheherazade et ses 1001 nuits de récits interrompus. Car pour échapper au funeste destin que lui promet le sultan Shahriar, qui a la sombre manie d'épouser chaque soir une jeune vierge pour la faire exécuter au matin suivant, Scheherazade raconte des histoires, des contes, qu'elle interrompt habilement au lever du soleil. Elle gagne du temps, elle suscite le désir, elle joue avec son public, et donc la suite à la prochaine nuit. Dans le cliffhanger, le plus important, ce n'est pas le suspense ou la tension dramatique. C'est l'interruption du récit, le blanc textuel, la pause. Sinon, il s'agit peut-être d'un climax, mais pas d'un cliffhanger. Ce qui fait le cliffhanger, c'est la fin de chapitre, la fin de feuilleton, le bas de page en bande dessinée. Parce que la bande dessinée, d'ailleurs, c'est un peu un monde de cliffhanger, comme bon nombre de récits populaires modernes, tant qu'on y est. Le cinéma, par exemple, le fait très bien. On se souvient de Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis. Hey, relax, Doc. It's me, it's Martin. Oh, it can't be. Just sent you back to the future. Yeah. Oh, I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future. Great Scott. Doc! Doc! Doc, look at this. Oh. Yes. Ou de La fin des oiseaux de Hitchcock. Voire du fameux cliffhanger de Italian Job, le film de Peter Collinson sorti en 1969 et passé à la postérité pour son final suspendu. Attention Nils, derrière toi, c'est affreux! Mais revenons aux séries car nous leur devons le plus célèbre de tous les cliffhangers. Nous sommes en 1980. Le primetime soap le plus notable et installé dans le paysage audiovisuel de l'époque, Dallas, créé par David Jacobs, achève sa 3e saison. J.R., le patriarche sans scrupules et personnage principal de la série, incarnation d'une certaine caricature américaine, concentre une grande partie de la fascination des téléspectateurs jusqu'à ce final inattendu.
balles dans le buffet et un générique qui défile. Plus de personnage principal, rendez-vous la saison prochaine. Pendant l'été qui suit, on voit des t-shirts, des casquettes « Who shot JR ?» et d'autres qui leur répondent de manière spirituelle « I shot JR ». Larry Hagman, l'acteur qui joue J.R. Ewing, renégocie immédiatement son contrat à la hausse, tandis que CBS songe à scénariser une opération de chirurgie reconstructrice pour ne pas payer la facture. Le double premier épisode de la saison suivante restera comme l'un des plus regardés de l'histoire de la télévision. 360 millions de téléspectateurs. Dallas devient un phénomène et la ville est désormais connue pour un autre assassinat mythique après celui de 1963. Ce cliffhanger est encore aujourd'hui la référence absolue du genre. Souvent imité, jamais égalé. On peut penser à Twin Peaks, bien sûr, et au cliffhanger du dernier épisode de la première saison, clairement un hommage. Mais on n'oubliera pas non plus les Simpsons, qui n'ont pas manqué de revisiter le mythique cliffhanger à leur façon. Couldn't possibly solve this mystery. Can you? Yeah, I'll give it a shot. I mean, it's my job, right? Mais pardon, hein, cette histoire est depuis toujours salement morbide. De Scheherazade à Dallas, il y a derrière cette idée d'interrompre le récit, le discours, une manière de fascination et de conjuration à la fois de la mort, symbolique ou non. Mort d'un personnage important, voire du personnage principal, mais aussi mort de l'intrigue, voire de la série elle-même. Le cliffhanger typique, classique entre les classiques, c'est celui de l'épisode 10 de la première saison de Sur écoute de David Simon et Ed Burns, la mort éventuelle d'un membre de l'équipe. Et la suite, comme toujours, au prochain épisode. Pour un peu plus de tension dramatique, on peut faire comme le final de la 4e saison du Bureau des légendes d'Éric Rochant, par exemple, qui avance la mort de son principal protagoniste. Façon Dallas et JR, ou Jack Bauer dans 24 heures chrono, autre habitué des résurrections improbables. Et c'est tout l'équilibre de la série qui est remis en question. Oui, on le laisse tomber. C'est la règle. Il travaille pour nous. Et nous, on l'assassine. Mais on peut encore aller plus loin, comme dans le dernier épisode de la 5e saison de Buffy contre les vampires de Joss Whedon, qui voit le sacrifice de Buffy elle-même. On confine au paradoxe. Peut-on sérieusement envisager Buffy sans Buffy ? Le cliffhanger joue avec l'existence même de la série pour torturer le spectateur, qu'il ne s'agit pas ici de convaincre ou de retenir devant son écran. Buffy ou le Bureau des légendes sont des séries qui marchent très fort. Cela pourrait être un climax, mais ce qui en fait un cliffhanger, c'est que le spectateur n'arrive pas à y croire. Tout le monde meurt, sauf Malotru. Sauf Buffy. On commence à deviner que le cliffhanger n'est pas qu'une simple figure de rhétorique sérielle un peu facile, destinée à assurer à peu de frais l'attention du spectateur. Il ne s'agit pas que de la corde qui l'arrime à l'épisode suivant, c'est également la porte vers tous les possibles. Et non, car en fait, depuis le début, je ne suis pas Benjamin. En vérité, je suis ton... Benjamin, on en fait trop là. Take thee, Rachel. Le cliffhanger se délecte d'être suspendu à la croisée des chemins quand tous les possibles sont encore ouverts. Les séries reposant sur un principe immersif et spéculaire, le cliffhanger nous rappelle, ou nous fait croire, si tu es un peu pessimiste, que rien n'est écrit, même quand on n'y croit plus. C'est d'autant plus évident dans les sitcoms et le comique de situation ordinaire. Tu veux dire même quand Ross va épouser Emily dans Friends à la fin de la 4e saison ? Que ces amours contrariés avec Rachel, qui nourrissent une bonne partie des intrigues de la célèbre sitcom, ne sont finalement pas condamnés ? Oui, il suffit d'un mot, 2 syllabes, pour que toutes les suites soient possibles au prochain épisode ou à la prochaine saison. Take thee, Emily. Take thee, Rachel. Emily. Emily. Shall I go on? Tout
Tout cela nous rappelle que l'un des proches cousins du cliffhanger, c'est ce qu'on appelle la fin ouverte, ou la clôture à trous. Une sorte de cliffhanger qui n'aura jamais de prochain épisode. Le principe est le même, climax interruptus. Il y en a de très belles, comme celle des Sopranos ou de The Killing, la série originale danoise, celle de Søren Sveistrup, qui voit l'héroïne prendre un avion pour s'échapper et préserver juste tous les possibles, alors qu'elle est sur le point de devenir grand-mère et que la vie politique du royaume est à un tournant. La fin ouverte est un choix fort. Fort, certes, mais parfois le choix est un peu forcé. Nombre de fins ouvertes de séries sont en fait des cliffhangers oubliés et qui durent encore. Les scénaristes comptaient sur une saison suivante, mais la série n'est pas renouvelée. On reste alors sur notre fin, comme dans Veronica Mars ou dans Farscape. Mais le cas le plus célèbre est sans doute l'épisode qui clôt, enfin, qui ne clôt pas vraiment, la série V, imaginée d'après Kenneth Johnson en 1985. Le cliffhanger est donc parfois involontaire, mais il peut également être à dessein dérisoire, ou en tout cas rire de lui-même. Quand la ficelle est grosse, le plaisir tient au fait de la montrer du doigt et de s'en amuser. Certaines séries se font des gimmicks, des marques de fabrique de cliffhanger un peu trop spectaculaires. Une série comme Lost de J.J. Abrams s'en est fait une spécialité en son temps, non sans une certaine forme de jubilation dans les effets de caméra ou de scénario. D'autres encore sont quasi dans le pastiche. Ainsi, la très britannique Doctor Who, réinventée par Russell T. Davies dans les années 2000, d'après une série originale déjà connue pour user et abuser de grosses ficelles narratives, présente-t-elle dès sa première saison un triple cliffhanger à la fin de son 4e épisode, dont l'ironie est assez incontestable. Mais c'est une autre façon d'en revenir à Scheherazade et au pouvoir de la fiction, à la magie des très très grosses ficelles. En effet, il y a une forme indéniable de gourmandise dans le cliffhanger, élément distinctif du récit feuilletonnant. C'est bien entendu la figure reine des soaps, des novellas et des sagas de l'été de Melrose Place au cœur brûlé. On en retire alors un plaisir régressif, attendu mais rassurant. L'ère des plateformes n'a pas fait disparaître le cliffhanger, quand bien même l'épisode suivant est immédiatement disponible et qu'on peut même zapper son générique. Il s'est cependant souvent déplacé, marquant plutôt la fin d'une saison, les séparations entre épisodes étant moins affirmées. Il y a notamment de très beaux exemples de cliffhangers gourmands et jouissifs dans les Stranger Things des frères Duffer. C'est ce plaisir de la répétition que cultive justement l'envers du cliffhanger. Ce procédé qui consiste à résumer en début d'épisode suivant l'intrigue précédemment interrompue, voire à répéter les dernières images de l'épisode, un peu comme on reprendrait au début du paragraphe, à la page précédente, une lecture suspendue à regret. Terran le fait très bien et très systématiquement par exemple. Ce 4e épisode de Reboot by Seriemania touche à sa fin et vous attendez très certainement le petit jeu de fin de vidéo, celui qui annonce l'épisode du mois prochain, un reboot express consacré à un créateur de série, un reboot bio quoi. Ah oui alors, et comme rien n'est sans raison, il s'agit de quelqu'un dont nous avons déjà parlé dans cet épisode et qui nous aura fait croire que les cabines de téléphone avaient encore un sens au XXIe siècle. Oui, vous avez deviné, il s'agit de